Madame, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur la THM, la télévision à votre image. L'être humain seul est doté des capacités de faire des projets, d'entreprendre, et cela depuis des millénaires. Les civilisations passées en témoignent beaucoup. Aujourd'hui, à l'émission Les Beaux Dimanches, nous allons parler des processus de lancement et de création d'entreprises et les démarches pour amener une entreprise vers le succès. Et pour cela, nous avons comme invité Maxime Victor, qui est coach, professeur et auteur, et Jacques Trouillot, entrepreneur et infographe. Messieurs, bonsoir. 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 Messieurs, j'aimerais vous entretenir sur les processus de lancement et de création d'entreprise. Et je sais que vous, Maxime, vous êtes coach dans le domaine. Et Jacques Trouillot, vous êtes entrepreneur et infographe. Ma première question pour vous, c'est comment se lancer en affaires? On commence par... Comment se lancer en affaires, ça commence par une idée. Parce que souvent, les gens, ils ont cette envie, cette soif, ce désir d'être entrepreneur. Et ce qui leur manque, c'est l'action. Donc, il faut l'idée et tu mélanges à ça l'action. C'est comme ça que tu te lances en affaires. Il ne faut pas avoir une formule miracle. Il faut juste avoir le courage. J'aime dire qu'il faut avoir le courage de commencer et le courage de ne pas renoncer. Alors, l'idée, le courage et marié à tout cela, que faut-il faire? Moi, personnellement, je dirais pas seulement l'idée. Moi, je dirais qu'il faut avoir une passion pour un domaine quelconque et un savoir-faire dans ce domaine. Parce que si vous avez l'idée seulement, juste pour vous lancer en affaires et vous n'avez pas le savoir-faire qui vient avec, c'est sûr que vous allez directement vers l'échec. Donc, moi, je dirais plutôt, au lieu de l'idée, aller plus loin, une passion pour le domaine que vous voulez vous lancer en affaires. Pour devenir ingénieur, médecin, avocat ou autre, il faut s'inscrire à une faculté, effectuer des études, 4 ans, 7 ans, 10 ans même parfois. Est-ce que c'est pareil pour devenir entrepreneur ou bien homme ou femme d'affaires? Du tout, non. Si on veut devenir médecin, avocat, je conseille fortement d'aller à l'université. Ça serait assez spécial qu'on rencontre un médecin qui n'a pas fait d'études, on aurait peur. Toutefois, pour être entrepreneur, non. Je dis souvent que pour devenir entrepreneur, on écoute d'autres entrepreneurs, on écoute d'autres personnes qui sont passées par là. Simplement, si tu veux devenir millionnaire, tu écoutes un milliardaire. Tu marches dans ses pas. C'est la meilleure façon de faire. Donc, c'est de se faire accompagner, de se faire encadrer par une personne d'expérience qui peut nous transmettre son bagage au lieu de simplement aller dans les bancs universitaires et nous transmettre de la théorie. Est-ce qu'il y a des choses quand même à savoir pour se lancer en affaires? Ben pour moi, oui, il y en a plein. Il y en a plein parce que moi, personnellement, avant de me lancer en affaires, comme j'étais dans un autre pays, c'était pas en Haïti, donc j'ai dû quand même m'informer, prendre un cours de lancement d'entreprise pour savoir exactement les démarches à faire, tant que les démarches légales et les démarches aussi administratives pour mieux se lancer en affaires. Donc on ne peut pas se lancer en affaires comme aveuglement, on dit on a de l'argent, on peut investir dans tel ou tel domaine, sans vraiment savoir les rouages, sans savoir les chemins à prendre, afin, comme tu as dit dans ta question, pour avoir plus de chances d'avoir du succès dans le domaine où vous allez investir. Alors, quelqu'un veut ouvrir une entreprise et quelles sont les démarches à suivre? Plusieurs démarches. Moi, j'ai mon école en démarrage d'entreprise. Ça fait 7 ans que mon école elle existe. On est rendu à 3 centres de formation. On a 2 centres de formation ici à Montréal, un près du métro Jean Talon, un autre près du métro Snowden, pour ceux qui connaissent bien Montréal, et un autre à Ottawa. Donc, pourquoi je parle des centres de formation? Parce que je crois, comme que Jacques l'a aussi bien dit, à la formation. Donc, à la formation pour ceux qui veulent devenir entrepreneurs, mais pas n'importe quelle formation. Une formation qui est donnée par des entrepreneurs. C'est la raison pour laquelle que tous nos professeurs, tous nos formateurs sont à la base entrepreneurs. Alors, ce qu'ils transmettent, c'est leur bagage entrepreneurial. Et c'est la première étape qu'une personne devrait faire, c'est trouver une formation adéquate qui lui permettra d'avoir les outils afin de mettre son entreprise sur pied. Je pense que c'est très, très important de suivre un cours de lancement d'entreprise. Moi, je conseille tout le monde
tout le monde qui veut partir vraiment en affaires. La première étape, c'est vraiment de prendre le cours de lancement d'entreprise. Moi, j'ai suivi mon cours, ça fait à peu près 7 ans, et il y a beaucoup de personnes qui étaient avec moi à suivre ce cours et qui ont dit, ah, finalement, ça, c'est être entrepreneur, c'est pas mon affaire. Parce que la personne pensait que c'était aussi facile que ça. Et le fait de penser que c'est facile ou de ne pas suivre les règles de lancement d'entreprise vous amène directement à l'échec, je pense. Et il y en a, c'est sûr, qui par chance ou qui ont pu réussir malgré tout, mais je pense que suivre la formation est primordial de vraiment connaître les outils, parce qu'en cours de lancement d'entreprise, on vous donne vraiment tous les outils. Et là, j'ai pu comprendre vraiment tous les rouages, tous les petits trucs, comment pour vous aider à vous améliorer en affaires. Alors, je sais que en termes de proportion, 85% des gens sont des employés et seulement 15% sont des employeurs ou bien des entrepreneurs. Et on dit que seulement 5% des entreprises au démarrage ont arrivé au succès, c'est-à-dire ont arrivé à la réussite. Et qu'est-ce que cela prend pour réussir dans un domaine tel comme une entreprise ou bien réussir avec une entreprise? Sur la base, comme je disais, il faut l'idée, il faut aussi l'expertise. Il faut l'expertise, avoir... je le dis souvent, il y en a qui veulent se lancer dans un domaine qu'ils n'ont pas d'expertise. Je leur dis, tu as deux choix. Soit tu vas acquérir l'expertise, soit tu vas t'entourer d'une équipe qui peuvent t'aider à avoir cette expertise. Et surtout, il faut connaître le monde des affaires. Parce qu'on le voit souvent auprès des artistes. Si je prends l'exemple des auteurs, ils écrivent un bon livre. Et là, maintenant, ils ont de la difficulté à le vendre. Et je leur dis que si tu ne développes pas ton côté business, ton côté entrepreneurial, ton livre va rester à la maison. Si tu veux développer le marché, si tu veux faire en sorte que le monde puisse te connaître, il faut que tu puisses développer tes compétences en tant que personne d'affaires. C'est comme pour un artiste qui chante. J'aime prendre l'exemple de Céline Dion. Céline Dion s'est fait connaître non pas simplement grâce à sa belle voix, c'est parce qu'elle avait un homme d'affaires à côté d'elle qui était son mari, qui l'a permis d'aller de l'avant. Donc, je crois énormément au fait qu'une personne qui veut réussir en affaires doit avoir un bagage en business. Mais si je me fie à ces propos, Maxime, est-ce que tout le monde peut réussir en affaires? Tout le monde peut réussir en affaires s'il a les bons outils s'il est entouré de bonnes personnes qui peuvent l'aider à avoir les bons outils afin d'aller de l'avant. Alors, monsieur, je sais qu'on est au Québec et chaque pays a certainement ses règlements en matière de légalisation ou de registre des entreprises. Et si quelqu'un veut se lancer en affaires, quelles sont les démarches légales à faire? La première démarche, c'est quand même de s'enregistrer auprès du registraire du Québec, parce qu'il faut l'enregistrer dans votre entreprise. Donc, vous avez plusieurs choix. Et dépendamment de ce que vous voulez comme entreprise, vous avez le choix de l'incorporer ou encore de faire une entreprise individuelle ou entreprise avec 2 personnes. Donc, il y a plusieurs choix. Donc, l'enregistre, là, vous allez faire. Exemple, une entreprise incorporée, c'est encore plus complexe. Ça vous prend... Personnellement, ça vous prend un avocat, ça vous prend quelqu'un qui s'y connaît pour monter le dossier, pour avoir les livres de minutes, pour avoir toutes les paperasses qui viennent avec. Donc, ça, c'est encore plus complexe. Mais n'importe qui est capable de monter sur le site de registraire d'entreprise, enregistrer une entreprise, je pense que c'est 34$ à peu près, pour quand même, comme la première étape. Tu avais parlé une fois de TPS TVQ. TPS TVQ, on n'est pas forcément obligé d'avoir un compte TPS TVQ tout de suite. Ça dépend du chiffre d'affaires de l'entreprise. Il faut quand même un certain chiffre d'affaires assez élevé pour être comme représentant du gouvernement, pour prendre les taxes auprès des autres, auprès des clients pour le gouvernement. Ça prend quand même un chiffre d'affaires annuel minimum pour être obligé de l'avoir. Donc, la première étape, c'est vraiment d'aller au registre d'entreprise et d'inscrire votre entreprise. Alors, pour se lancer en entreprise, est-ce qu'on le fait comme ça, comme se jeter dans l'eau, ou bien est-ce qu'il y a des choses à savoir, paramètres ou études de marché? Est-ce qu'il y a des choses tout au moins? Pas nécessairement une étude de marché, il faut 3 ingrédients clés pour devenir entrepreneur, pour se lancer. Le premier, il faut un produit, il faut un service à offrir sur le marché. Le deuxième, il faut une clientèle, il faut un bassin de personnes qui sont prêtes à acheter ce produit. Et le troisième, il faut une manière de récolter l'argent. Je m'explique, c'est que s'il y a un des ingrédients que tu négliges, tu n'es pas en business. Tu peux avoir un très bon produit, mais si tu n'as pas la clientèle pour acheter le produit, tu n'es pas en business.
Le contraire aussi, tu peux avoir la clientèle, mais si tu n'as pas le produit, tu n'es pas en business. Hein. C'est une combinaison de 3 éléments clés. Une fois que tu rencontres ces 3 points, là maintenant, il faut que tu mettes en place un plan d'action. On parle beaucoup de plan d'affaires. Personnellement, je ne crois pas au plan d'affaires. Le fait de rédiger un document d'une 40aine de pages, faire une étude de marché, la majorité de ceux qui rédigent un plan d'affaires, une fois qu'ils l'ont rédigé, ils ne regardent plus le plan d'affaires. Donc, ça reste simplement de la théorie. J'encourage fortement de faire un plan d'action. Un plan d'action qui est composé de 7 points essentiels à tenir compte. Tout d'abord, c'est à quel problème que l'entrepreneur va répondre sur le marché, parce que la définition que je donne à l'entrepreneur, c'est une personne qui résout des problèmes sur le marché en échange d'une rémunération. Donc tout d'abord, à quel problème que tu réponds. Deuxièmement, la solution que tu apportes. Troisièmement, qui est ta compétition sur le marché? Qui sont ceux qui offrent les mêmes produits? Quatrièmement, c'est quoi ta valeur ajoutée? Qu'est-ce qui te différencie des autres? Cinquième, qui est ta clientèle cible? Il faut que tu le saches. Sixième, c'est quoi ton marketing? C'est quoi les ventes? Hein? Comment est-ce que tu vas t'y prendre pour attirer ta clientèle? Et le dernier point, à tenir compte de quelle manière que tu vas acquérir l'argent. Il faut que tu mettes en place un mode de paiement. Tout à l'heure, on en parlait, ça peut être par virement, ça peut être par PayPal. Donc, il faut tenir compte de tout ça. Et combien de temps cela peut prendre? Parce que je sais qu'il y en a qui n'ont pas beaucoup de patience. Combien de temps ça peut prendre? Mais ça dépend, comme vous dites. Pour être en affaires, les gens ont toujours tendance à penser qu'il y a des formules magiques où demain j'ouvre mon entreprise et puis je vais être riche demain. Grosse erreur, parce qu'il faut vraiment beaucoup de patience. Moi, je pense que, je ne sais pas si Maxime va être d'accord avec moi, ça prend un bon minimum 5 ans pour être vraiment ancré dans ton business, pour dire que là, tu commences au moins à sortir de l'eau. Parce que pendant les 4 à 5 premières années, tu ne fais qu'investir. Et il y a un point très important que Maxime n'a pas encore mentionné, c'est la promotion. Et c'est l'une des grandes faiblesses de la majorité des entreprises haïtiennes. Ils ne croient pas en promotion. Comme je t'ai dit du fois dans une rencontre où la personne part en affaires, achète tous les équipements, mais la personne n'a pas une enseigne qui dit qu'il existe. La personne n'a pas une carte d'affaires qui dit que je suis là. La personne n'a pas un flyer. La personne n'a rien, aucun outil promotionnel pour accompagner le business ou encore l'entreprise qu'elle a créée. Donc là, c'est une grosse faiblesse. Donc, comme tu as dit, pour résumer, c'est à peu près 5 ans au moins d'assiduité pour être vraiment sûr que ton commerce ou ton entreprise peut encore résister pendant longtemps. Et si après 5 ans, donc on ne réussit pas, est-ce qu'on peut dire que l'entreprise a échoué ou bien l'entrepreneur a échoué? Après 5 ans, ils auront toute sa durée de vie, il y aura des hauts et des bas. Après 5 ans, Jacques l'a bien dit, on sort la tête de l'eau. À partir de la 5e année, j'aime beaucoup les chiffres, j'aime beaucoup parler d'argent. Quelqu'un qui fait bien ses affaires est supposé faire un revenu au moins de 10 000 $ par mois. Donc, tu es supposé faire ton 100 000 $ par année en chiffre d'affaires lorsque tes affaires sont bien structurées. Après 10 ans, il faudrait déjà que tu atteignes ton million en chiffre d'affaires. Donc, durant ce processus, il va arriver des hauts puis des bas. Donc là, maintenant, lorsque tu passes à travers une période creuse, lorsque tu passes à travers une crise, comme on dit, est-ce que c'est le temps d'abandonner? Bien sûr que non. Et c'est ça une des grandes qualités des entrepreneurs, c'est d'être capable de faire face à l'adversité. Lorsque l'adversité se présente, lorsque les obstacles se mettront sur le chemin, est-ce que tu as assez de courage? Est-ce que tu as assez de force pour te relever et y faire face? Et c'est là qu'on reconnaît les grands entrepreneurs, et c'est pour ça qu'on admire beaucoup le succès des entrepreneurs, parce qu'on sait par quoi est-ce qu'ils sont passés. Alors, quelqu'un qui passe toute sa vie à se lever tôt le matin et coucher tard le soir, en gérant une entreprise, est-ce que c'est un entrepreneur ou bien quel nom qu'on peut associer à cette personne-là? Mais en fait, oui, c'est un entrepreneur, mais quelqu'un qui a son entreprise, d'abord, il faut que la personne ait une entreprise et la personne est capable de se sacrifier, comme tu dis, se coucher tard, se lever tôt, parce que l'entrepreneur réel, c'est lui qui, des fois, ouvre le magasin et ferme le magasin. Donc, ça dépend aussi de la taille de l'entreprise, parce qu'il y a quand même des entreprises où quelqu'un peut acheter, qui sont comme établies. Admettons, tu achètes une franchise qui est déjà établie, qui était déjà là sur le marché. Donc, il y a quand même... tu n'as pas vraiment à bâtir l'entreprise parce que l'entreprise était déjà connue, ou l'entreprise a tout un système
qui vient avec parce que c'est une franchise. Donc c'est encore moins difficile, sauf que au niveau d'investissement, l'investissement est encore beaucoup plus énorme qu'un investissement de base qu'on fait avec une petite entreprise. Donc ça dépend aussi de la taille de l'entreprise pour moi. Alors comme mon père, depuis que je connais mon père, depuis que je suis né, si je peux dire, et ça fait plus de 50 ans que mon père gère une petite quincaillerie qui reste toujours à la même taille. Il se lève 5 heures du matin, il dort à 11 heures du soir. Est-ce que mon père, je peux le considérer comme un entrepreneur? Moi, j'appelle ça un travailleur autonome. Hein? Et quelle est la différence? La différence entre un travailleur autonome et un entrepreneur, c'est que le travailleur autonome, s'il n'est pas là, l'entreprise ne roule pas. Le travailleur autonome, s'il part en vacances, l'entreprise, il n'y a plus rien qui fonctionne. En d'autres termes, la business dépend de sa présence. Hein? Tout le monde peut devenir travailleur autonome. Tu fais des cartes d'affaires, tu es travailleur autonome. Hein? Mais là, tu deviens un véritable entrepreneur lorsque tu es capable de te détacher de ton entreprise. Tu peux partir des mois à distance, hein, à l'extérieur pendant 1 an s'il faut, et l'entreprise continue à rouler. D'ailleurs, on t'envoie de l'argent à distance. Hein. L'entreprise même est grossie même quand tu n'es pas là, et je vais aller un peu plus à l'extrême. Tu es un véritable entrepreneur le jour que tu vas mourir et que ton entreprise sera encore sur le marché. Là, on parle d'entreprises telles que des Apple. Steve Jobs n'est plus de ce monde, mais Apple existe encore. Ray Kroc n'est plus de ce monde, mais McDo existe encore. Walt Disney, la même chose. Henry Ford, la même chose. Et on peut continuer comme ça. C'est là que tu es véritablement un entrepreneur, lorsque l'entreprise ne dépend pas de toi directement. Alors, où se situe le rêve dans tout ça? Le rêve, c'est tout le processus. Hein? Ben, quand tu dis le rêve, le rêve, tout comme moi j'avais un rêve. J'avais dit que je devais partir mon imprimerie à Montréal. Et là, j'ai travaillé peut-être 5 ans chez IBM. Et là, j'ai fait mon rêve, j'ai monté mon entreprise. Ça fait déjà 7 ans. Et là, je suis avec toi et l'entreprise travaille. On n'est pas fermé là. Parce que je ne suis pas là, comme il a dit, c'est pas un travail autonome. J'ai du monde qui travaille pour moi. Donc, mon rêve, c'est quand même peut-être de voir l'entreprise grandir et demain d'avoir 2-3 succursales un peu à Montréal. Donc, on essaie d'augmenter. Pour répondre à ta question de tantôt aussi, ton père qui a la quincaillerie, ça aurait dû être, après 50 ans, ça aurait dû être comme un Rona ou encore un Renault Dépôt. C'est justement ce petit côté-là qui manque, ce rêve-là qui manque ou qui a manqué du moins pour agrandir l'entreprise. Donc là, il se contente de ce qu'il fait son petit chiffre, mais il ne se contente pas d'agrandir son entreprise ou encore de développer l'entreprise afin d'avoir d'autres personnes qui vont travailler pour lui, afin d'avoir 2-3 succursales ou encore une grosse quincaillerie. Donc là, c'est l'absence de rêve. Peut-être il se contente du minimum, moins d'efforts, et puis là, mais moi, mon rêve, c'est d'aller vraiment au-delà et quand même de laisser mon empreinte, de laisser mon identité, même après ma mort, que mon entreprise va continuer à fonctionner. Parce que quand même, n'oubliez pas que après moi, il y a encore, j'ai mes enfants. Donc au moins que je dois préparer aussi la succession. Donc au moins que ces enfants-là commencent à travailler dans l'entreprise, à continuer le rêve de leur père et à faire prospérer encore l'entreprise pendant longtemps. Alors, on ne peut pas dire que la personne n'a pas de rêve, puisque est-ce qu'on ne peut pas parler de dimension en matière de rêve? Il y en a qui rêvent peut-être être je ne sais pas. Il y en a qui rêvent, ils ont des petits cordonnier, il est cordonnier. Hein? Mais c'est pour ça qu'on dit que le succès, chaque personne a sa définition. Hein. Pour une mère de famille, son succès, c'est de voir ses enfants grandir puis les voir à l'université. Pour elle, elle a réussi, c'est ça qu'elle a accompli. Pour une autre personne, son succès, c'est d'avoir des quincailleries, d'avoir des boutiques un peu partout dans le monde. Donc, chaque personne met sa limite. Hein. C'est pour ça qu'on dit qu'il n'y a aucune limite pour certaines personnes. Moi, je crois qu'il n'y a aucune limite. Donc, si on parlait de mon rêve personnellement, je vois mon entreprise sur la planète. Je veux ouvrir une école, un centre de formation partout sur la planète. Donc, on a commencé ici au Canada. Je m'en vais dans quelques mois en Afrique. Je vais ouvrir un centre de formation là-bas à Abidjan. Et puis, on continue comme ça. Donc, chaque personne met ses propres limites, mais il ne faut pas non plus négliger la personne qui sait dire, regarde, moi, si je veux ouvrir un petit dépanneur de quartier et habiter au-dessus, laissez-moi tranquille. Ben, c'est sa vision. C'est son rêve, oui. C'est son rêve. Alors, monsieur, la recette. Quelle est la recette? On sait qu'il y a recette pour réussir à l'école, recette pour réussir son mariage, mais quelle est la recette pour amener une entreprise vers le succès? Recette? Est-ce qu'il y a vraiment une recette magique? Mais je pense que... Pas magique. Moi, personnellement, j'ai toujours 3 mots que je priorise dans mon vocabulaire quand je parle d'entreprise ou n'importe quoi. Et on me l'a appris à l'école. C'est l'ordre, c'est la méthode et c'est la rigueur. Je dis ordre, méthode, rigueur, toujours je répète ça. Donc dans une entreprise aussi, il faut de l'ordre,
il faut mettre avec les affaires, faire un peu de méthode et être persévérant, être rigoureux pour avoir la chance d'avoir beaucoup plus de succès versus comment dire, celui qui travaille à côté de toi ou encore celui qui est comment je peux dire ce mot-là, ton compétiteur alors. Donc c'est toujours, moi c'est les 3 mots-clés, c'est ordre, méthode et rigueur. Et qu'en est-il pour... Moi, j'ai une petite recette que j'aime utiliser, j'appelle ça les 4D. Donc, tout d'abord, il faut le désir, un désir ardent, de vouloir faire quelque chose qui nous dépasse. Le désir seul n'est pas assez. Beaucoup de personnes ont un désir d'accomplir de grandes choses, mais ils font rien. À chaque début d'année, on le voit. Hein. Hey, j'ai plein de projets cette année. Hein. Tu les croises quelques mois plus tard, il n'y a rien qui fonctionne. Donc, après le désir, il faut la décision de passer à l'action, le deuxième D. Donc, à certains moments, il faut que tu passes à l'action. Il faut que tu poses des actions concrètes. Le troisième, c'est la discipline. La discipline de travailler quotidiennement sur ton projet, sur la réalisation de ce rêve qui te tient à cœur. Et le quatrième, c'est la détermination, parce que ça ne sera pas facile. Il va arriver des moments qu'on aura envie de lâcher, il va arriver des moments que tout sera contre nous. Et c'est là qu'on peut voir la force de l'entrepreneur. Il faut que tu sois persévérant, il faut que tu sois déterminé à continuer, malgré les obstacles qui se mettront sur ton chemin. Parce que ça fait partie du processus. Hein. Alors, Maxime, je sais que vous donnez des cours de lancement et création d'entreprise. Oui. En quoi cela consiste essentiellement? Tout d'abord, tout se passe dans la tête. 80% de la réussite, ça se passe dans la tête. Et 20%, c'est les habiletés, c'est les skills, c'est les compétences, comme on dit. C'est pour ça que je fais un travail à l'interne. Donc, la raison pour laquelle le monde ne se lance pas, la raison pour laquelle le monde ne met pas leur entreprise sur pied, c'est un mot, la peur. La peur de quoi? La peur de l'échec. Mais ce que les gens n'ont pas encore compris, c'est que l'échec fait partie du processus de réussite. Tu ne peux réussir sans échouer. Tu ne peux apprendre à rouler à bicyclette, à vélo sans tomber. Un enfant ne peut apprendre à marcher sans tomber. C'est la même chose en business. Donc là, maintenant, il y a tout un travail mental qu'il faut qu'on fasse, qu'on appelle la croissance personnelle. Et ensuite, ensemble, une fois que ce travail a été fait, on met concrètement l'entreprise sur pied, on voit différents éléments clés, on met un plan d'action sur pied, on bâtit l'équipe, on développe le produit, puis on parle beaucoup aussi de promotion tel que Jacques l'a dit, qu'on appelle le marketing, la manière d'attirer ta clientèle, comment vendre. Hein? Et ça, c'est un aspect aussi qui est négligé par plusieurs entrepreneurs, c'est la vente. Hein? Ils improvisent. La vente, c'est un processus. La vente, ça s'apprend comme une langue. La vente, il faut la pratiquer. La vente, tu ne peux pas simplement arriver et tu te dis, quand j'étais plus jeune, j'ai vendu des paires de chaussures, je sais comment ça fonctionne. On n'improvise pas la vente. La vente, ça s'apprend. J'aurais aimé à l'université avoir des cours en vente, malheureusement, il n'y en avait pas. Donc de là, j'ai dû aller voir les experts, les meilleurs sur la planète, afin qu'ils puissent me montrer comment vendre. Les Américains sont très forts là-dessus. C'est pour ça que mes coachs sont aux États-Unis. C'est eux qui me transmettent leurs compétences et je transmets cela à mes étudiants. Donc c'est vraiment une formation pratique. Les gens, à l'intérieur de 6 mois, ils ont une idée et ils finissent avec une business. Une business qui leur apporte de l'argent, qui leur permet d'en vivre à temps plein. Et deuxièmement, qu'ils puissent être capables de s'en détacher et l'entreprise continue à rouler, même si eux, ils ne sont pas là physiquement. Alors Jacques, je sais que vous êtes entrepreneur et vous avez fondé une imprimerie. Est-ce qu'il ne vous est jamais arrivé de vous réveiller le matin et de dire que j'avais fait le mauvais choix ou bien... Une grosse question. Je ne peux pas dire que je me suis réveillé et de dire que j'ai fait le mauvais choix. Parce que moi, c'était mon rêve. J'ai calqué mon rêve pendant 8 ans. Donc j'ai dit qu'il fallait le faire. Et aujourd'hui encore, je me bats pour la survie de l'entreprise. 5 ans après? 7 ans après. 7 ans après. Pour dire parce que, en fait, en affaires, ça vient en dents de scie. Donc, il y a des hauts et des bas. Exemple, quand tu prends un mois de janvier où après les gens sont dépensés en décembre pour les cadeaux, etc., c'est un mois quasiment mort. On appelle ça la calmie. Voilà. Ça veut dire que les affaires reprennent aux alentours de mars, avril. Donc, il y a quand même 2 mois où c'est quand même très, très, très bas. Donc, moi, dans ces mois-là, j'essaie toujours il y a des travaux que je laisse en suspens ou qui ne sont pas urgents. Donc, je préfère les laisser pour janvier quand j'ai du temps calme pour avoir ou encore créer mes propres affaires. Parce que moi, j'essaie de créer. J'essaie toujours de créer pas seul pour me donner du travail. Tout comme j'avais essayé avec la revue, j'essaie avec un autre livre ou n'importe quoi. Donc, j'essaie de créer des travaux de façon à ce que je n'ai pas de temps mort vraiment. Donc, ça, c'est une technique. Me lever le matin, j'ai toujours jusqu'à présent, ces temps, quand je compare, quand je travaillais par exemple avant pour IBM, j'avais des fois pas envie de rentrer au bureau. Ça m'est jamais arrivé une fois de ne pas avoir envie de rentrer parce que j'aime ce que je fais.
Donc, il faut aimer ce qu'on fait. Je ne me fatigue pas et je peux travailler 20 heures d'affilée. Je ne sens pas la fatigue en soi parce qu'il y a le rêve qui est là. Il y a aussi l'amour de ce qu'on fait. Ça, c'est très important. Si vous faites quelque chose que vous n'aimez pas, arrêtez tout de suite parce que vous allez être malheureux. Malheureux, si vous êtes malheureux dans votre propre commerce, fermez le commerce. Alors, si je comprends bien, il faut avoir la conviction d'avoir fait le bon choix. Totalement, hein, c'est pour ça qu'on dit que si tu ne veux plus travailler un seul jour de ta vie, fais quelque chose que tu aimes. Hein? Donc, lorsque tu es passionné, la passion nous permet de passer à travers les moments difficiles. C'est pour ça aussi il faut qu'on sache notre pourquoi. Pourquoi est-ce que tu te lances en affaires? Pourquoi est-ce que tu veux faire de l'argent? Pourquoi est-ce que tu veux réussir? Hein, lorsque le pourquoi est pas assez profond, c'est la raison pour laquelle on rencontre des personnes à tous les années, ils ont tout le temps des projets différents. Hein? Ils sont tout le temps en train de tourner en rond. Ils ne sont pas assez profonds. Ils le font simplement, je veux faire de l'argent. Tu veux faire de l'argent pourquoi? Pourquoi? Simplement pour avoir acheter une belle voiture, mais si c'est juste ça, c'est éphémère. Hein, ça ne va pas durer. Alors Jacques, dans cette mosaïque qu'est Montréal, qui constitue votre clientèle? Bon, au départ, j'avais une clientèle basée carrément presque 100% au niveau des Haïtiens parce que moi je suis basé à Montréal-Nord. Mais au fil du temps, je commence à avoir beaucoup plus d'Africains et beaucoup plus de Latinos. Parce que j'ai mon employé qui est latino aussi, il ramène sa clientèle latino. Donc mes deux employés sont latinos quasiment. Donc il m'amène des clientèles latino et aussi la clientèle africaine. Donc je peux dire maintenant, je suis rendu quasiment à 60% des Haïtiens et quand même 15-20% africains, 20% latinos et aussi les Québécois qui commencent tranquillement parce qu'avant ils ne savaient peut-être pas. Donc c'est pour ça que j'ai dû refaire ma vitrine de façon à attirer plus l'attention ou encore de sortir et d'aller faire la promotion un peu partout parce que moi je crois beaucoup à la promotion et je fais quand même pas mal de promotions et c'est pour cela que j'ai aussi d'autres activités connexes comme par exemple la musique. Creole Mix, donc où à travers Creole Mix je fais quand même ma promotion pour le band, en organisant des soirées ou encore avec le journal aussi, le journal Le Monde que je travaille avec. Donc je fais quand même beaucoup de promotions de façon à avoir d'autres clientèles parce qu'il faut vraiment mélanger, comme tu dis c'est une mosaïque Montréal, donc il faut en profiter pour avoir une clientèle diverse, une clientèle qui vraiment une clientèle qui peut te soutenir pendant tout le long de l'année. Alors Jacques, vous êtes haïtien et vous dites que vous avez 2 employés qui sont latinos. Est-ce un choix ou bien parce que vous n'avez pas trouvé de personnes compétentes dans la communauté haïtienne? Non, je ne dirais pas que je n'ai pas trouvé de personnes compétentes, c'est comme un hasard. Moi, j'ai eu comme des CV comme ça. La personne que je viens de recruter, elle a fait un stage chez nous. C'est une personne que j'ai aidée, une personne particulière et puis bon, ça a donné que je suis satisfait de son travail. Je vais avec mon feeling. Si c'était j'ai pas le choix. Si c'était un Haïtien, ça aurait été un Haïtien. Donc, mais c'est pas comme un choix vraiment, non. Donc, c'est juste par hasard. Alors, monsieur, quoi d'autre pour réussir en affaires? L'action. L'action, il faut continuer à pousser, il faut continuer à innover. Il y en a parfois qui ont des concepts, qui veulent protéger leurs concepts à travers différentes manières, des brevets, etc. Ou sinon, ils ne veulent pas en parler parce qu'ils ont peur de se faire voler. Je le dis tout le temps, même si tu protèges ton concept, il y a des compagnies qui vont le voler. Et la question à se poser, c'est est-ce que tu es capable de les poursuivre? Est-ce que tu as les finances pour les poursuivre? C'est pour ça que la meilleure protection, c'est l'innovation. Les grosses sociétés l'ont compris. C'est pour ça que sans arrêt, ils sortent de nouveaux produits sur le marché. Ils sont prêts à perdre des millions en cours et en générer des milliards. Ils s'en fichent. Hein. Et c'est ça maintenant la business. Hein. C'est ceux qui arrivent à sortir de nouveaux produits. On est dans une économie axée sur la consommation. Non pas la consommation, mais la surconsommation. Il y a des téléphones qui sortent pratiquement à tous les 6 mois. Même si leur téléphone n'est pas encore prêt. Hein. Même s'il explose dans les oreilles des gens, ils s'en fichent. Hein. Ils vont continuer à en sortir parce qu'ils ont compris que c'est ça le nerf de la guerre. Celui qui arrive avec le plus de produits sur le marché. Puis c'est la même chose, nous, les entrepreneurs qui sont en phase de démarrage, il faut répondre à cette demande-là. Les gens aiment l'innovation, les gens aiment lorsque ça bouge, les gens aiment lorsque l'entreprise grossit. Puis à partir du moment que tu fais du surplace, c'est là que ton entreprise commence à disparaître. Donc l'innovation est très importante. Alors, notre rapport avec l'argent, c'est surtout la dépense. Mais je vais reporter ce point-là, donc on va le voir après. C'est mon sujet favori, ça. Chers téléspectateurs, de retour après la pause.
Culture, tradition et société est une émission culturelle traditionnelle animée par Loët Midi sur la THM, télévision haïtienne de Montréal. La télé à votre image. Hey, non pas M. Daniel Fizeme, tonton Micha. Regardez ça qui est écrit derrière là là. THM. Oui, la télé à votre image. Ouais, moi-même, si c'est pas THM, bon, me ferme la télé. Monsieur, comme je disais tantôt, notre rapport avec l'argent s'accentue davantage sur la dépense et non sur la fructification, c'est-à-dire comment fructifier l'argent. Et c'est très peu de gens qui ont ce rapport avec l'argent. Comment inculquer cette culture aux jeunes d'aujourd'hui? Pour l'inculquer, c'est l'éducation. Hein. Malheureusement, dans nos écoles, on ne nous donne pas de cours sur l'argent. Il y avait des cours en économie qu'on avait auparavant, on les a même enlevés. Hein, c'est assez grave. Hein. Donc, l'argent nous suit. L'argent, depuis qu'on nous a mis sur cette terre, on fait tout pour l'argent. J'aime dire aux gens, je sais qu'ils n'aiment pas entendre ça, que le Dieu de notre monde, c'est l'argent. Les gens se battent à chaque jour pour avoir de l'argent. Le monde font du 9 à 5 chaque jour pour avoir de l'argent. Le monde prie pour avoir de l'argent. Le monde pleure pour avoir de l'argent. Le monde vole pour avoir de l'argent. Le monde se prostitue pour avoir de l'argent. Mais c'est quoi cet argent? Et pour savoir c'est quoi cet argent, il faut apprendre à la connaître. Il faut lire sur le sujet. Comme on dit, l'argent peut être un très bon serviteur, comme aussi il peut être un très mauvais maître. Donc tout commence par l'éducation financière. L'éducation financière, tu l'as bien dit, les gens passent leur temps à dépenser. 95% de leur temps, ils passent à dépenser. Maintenant, c'est comment faire le virement de l'autre côté. C'est l'investissement. Mais c'est comment? Concrètement, la mentalité pauvre que je dis, c'est ils gagnent de l'argent, ils épargnent l'argent et le dépensent. La mentalité riche, les deux premières étapes sont identiques. Ils gagnent de l'argent, ils épargnent l'argent et ils l'investissent. Alors, reprenez pour qu'on puisse comprendre davantage. La mentalité pauvre, ils gagnent de l'argent, ils épargnent l'argent et le dépensent. En d'autres termes, je travaille, j'ai mon emploi, je gagne de l'argent, je mets un peu d'argent de côté. Ah, là maintenant, j'allais m'acheter un cinéma maison. Ah, là maintenant, j'allais m'acheter une voiture. Ah, là maintenant, je voyage. Et puis, il n'y a plus rien dans le compte de banque. Tandis que la mentalité riche, ils gagnent de l'argent, ils mettent l'argent de côté, mais avant de le dépenser, ils se disent comment le faire fructifier. Et une fois maintenant qu'ils l'ont investi, ils ont acheté un immeuble, ils l'ont mis dans une entreprise, ils ont acheté des produits, ensuite ils ont revendu. C'est le fruit de leur investissement qu'ils vont dépenser. Donc le capital initial, on ne le dépense jamais. Alors, on dit souvent chez nous en Haïti, on dit l'argent a l'argent. Donc, il faut être riche pour devenir davantage riche, ou est-ce qu'on peut partir de la pauvreté et devenir riche? Si oui, comment réellement? Moi, personnellement, je pense que c'est assez difficile. Il faut vraiment beaucoup de volonté pour le faire, ou encore il faut mener une vie quand même, je ne dis pas misérable, mais se une priver vie de beaucoup de choses. Parce que avant, c'était beaucoup plus facile, parce que la société où nous vivons n'était pas aussi une société de consommation. Je vais te donner un exemple. Avant, tu achetais une télé, sa télé pouvait durer 10 ans, 20 ans. Là, tu achètes une télé, ça dure 3-4 ans. Donc après 3-4 ans, il faudrait acheter une autre. Et ainsi pour tous les produits de consommation où nous vivons. Et la société est faite telle que il crée les besoins il crée les besoins chez les gens de façon incroyable, où tu as vraiment exemple. Avant, tu pouvais avoir un garde-robe qui pouvait te durer 5 ans, 6 ans facilement. Maintenant, avec Facebook, avec Snapchat, avec ces affaires-là, les réseaux sociaux, tu ne peux pas faire des Facebook avec le même habit à chaque fois. On va te juger, on va te critiquer. Donc la société se développe. Donc il faut aussi, nous, de notre côté, essayer de s'en passer, si vous voulez, comme créer cette richesse chez vous. Il faut essayer d'oublier le monde extérieur pour essayer d'avoir son argent et, comme il a dit, comme Maxime a dit, pour l'investir. Parce que la société où nous vivons vous oblige à dépenser. Ils font des ventes trottoirs, ils font des spéciaux, des fois ils font même des ventes garage. C'est toutes les façons qu'ils créent pour aller soutirer de l'argent de vous. Et des fois, le fait que il y a un spécial,
ça te pousse à acheter le produit. Mais le produit à côté, je vais te donner un exemple. Si tu vas à un supermarché, quand il met le lait en spécial, mais les céréales sont un peu plus chères. Ils vont compenser. Le chocolat, ça peut être plus cher. Donc, quand ils le mettent un à côté de l'autre, ah, tu as besoin du lait, tu prends le céréales, tu prends... C'est fait pour ça. C'est des chercheurs qui ont développé cette expertise justement pour aller chercher l'argent dans nos poches. C'est vraiment difficile si on a quand même un salaire de base ou un salaire minimum à vraiment faire le processus, ce Maxime a dit, de ne pas dépenser l'argent ou d'investir. Parce que pour investir, ça prend quand même un montant assez suffisant. Et d'où ton proverbe, l'argent après l'argent. Parce que si tu n'as pas beaucoup d'argent, on ne peut pas parler d'investir, on peut même pas parler d'économie, de saving, d'épargne. On ne peut même pas parler d'épargne parce qu'on n'a pas assez. C'est une question de contrôle. De contrôle. Et la majorité des fois, on a l'impression qu'on a moins, qu'on n'a pas assez pour vivre parce que tout augmente de jour en jour. On n'a même pas assez dans nos poches pour subvenir à nos besoins, les besoins primaires. Alors, monsieur, pour quelqu'un qui a l'esprit d'entrepreneuriat, il sait où et comment investir. Et pour quelqu'un qui n'a pas l'esprit, mais c'est où et comment investir. Quelqu'un qui n'a pas l'esprit, il doit investir en lui là-dedans. Hein? On dit c'est une question de contrôle. On est dans une société de non pas de consommation, mais de surconsommation. Jacques l'a bien dit, on nous pousse à consommer à longueur de journée, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit à la télévision, que ce soit avec nos amis, tout le monde nous pousse à consommer. Mais lorsque tu as une intelligence financière, hein, aujourd'hui les gens ont tout type d'intelligence, mais l'intelligence qu'il faut développer, c'est l'intelligence financière. Comment se contrôler? Il y a un jeune Canadien à Toronto qui a fait ce test-là, qui a prouvé à tout le monde qu'il était capable de rembourser son hypothèque à l'intérieur de 3 ans. Ah ben, la majorité des gens le font quoi, en 25 ans? Il s'est dit, je ne mange pas. Ah ouais. Ah ouais. Donc il dit, je ne mange pas, j'ai 3 emplois, je ne sors pas pendant 3 ans, je vais souffrir pour être capable, chaque sou, je mets mon hypothèque. En 3 ans, il l'a fait. Tout récemment, ça fait quelques mois, ça a passé. Il a accompli un exploit, mais ce qu'il voulait démontrer, c'est j'étais capable de repousser toutes ces offres-là pour souffrir aujourd'hui, pour payer le prix aujourd'hui, afin d'être bien plus tard. Pourquoi j'étais capable de faire cela? Car j'avais l'intelligence financière. Je savais comment bien gérer mes finances. Je savais qu'il fallait que je fasse des sacrifices. Je savais qu'il ne fallait pas que je sois tenté par tous les biens de consommation qu'il y a autour de nous, simplement pour être cool, comme on dit, hein, pour être selon les normes de la société. Donc, il y a certains sacrifices qu'il faut faire. Et bien sûr, il faut lire sur le sujet de l'argent. Je trouve ça assez impressionnant lorsque je rencontre des gens. Je leur demande c'est quoi le dernier livre, ou sinon c'est quoi le seul livre que tu as lu au sujet de l'argent. Les gens n'ont jamais lu un livre sur l'argent. J'ai toujours trouvé ça spécial. Donc, tu te promènes avec... Je peux montrer de l'argent ici? Ok. Tu te promènes avec ce montant d'argent-là dans tes poches. Hein, et tu ne sais pas c'est quoi, avec quoi tu te promènes. Il faut que tu t'éduques là-dessus. Hein. Pourquoi tu as ça? Pourquoi on nous pousse depuis qu'on est tout jeune à avoir de l'argent, aller chercher l'argent, va à l'école, travaille fort, décroche un diplôme et un bon emploi. Comme ça, tu vas bien te faire payer. Pourquoi on nous pousse tous à aller chercher de l'argent? Il faut lire. Il faut lire sur le sujet. C'est la première étape. Alors, Michel, on va revenir sur la création d'entreprise. Donc, vous êtes tous deux des entrepreneurs. On aimerait avoir votre expérience personnelle. Donc, c'est sûr que vous avez rencontré des difficultés. Lesquelles et comment avez-vous fait pour les surpasser? C'est sûr que tout le monde, il n'y a pas d'entrepreneur qui pourrait dire aujourd'hui que ça a été facile. Moi, personnellement, après avoir suivi mon cours, ils m'ont informé dans le cours que je pouvais avoir des subventions au niveau du gouvernement ou encore du CLD, qui est le Centre local de développement. J'ai fait mes devoirs. J'ai monté mon plan d'affaires. J'ai été présenter mon plan d'affaires au CLD de Montréal-Nord, parce que moi, mon entreprise est à Montréal-Nord. J'ai rencontré quelqu'un. Ça m'a pris, ils m'ont dit que pour analyser le dossier, ça prenait 3 mois. Je me rappelle, j'avais commencé en octobre, j'ai remis le plan d'affaires en octobre. Ils m'ont dit, la prochaine assemblée générale, c'est en décembre. En décembre, je relance mon dossier, je n'ai pas eu de nouvelles. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je dis, ok, il y avait trop de dossiers, ton dossier n'a pas eu le temps de passer, c'est la prochaine assemblée générale, c'est en mars. Ça fait 6 mois. En mars, je me retrouve avec maintenant un plan d'affaires, on me dit, mais ça fait 6 mois que tu es déjà en affaires, là, il faut actualiser ton plan d'affaires.
parce que ça fait 6 mois, donc il faut redonner ton dossier. Et la personne qui se chargeait de ton dossier n'était plus au CLD, et au CLD, ça fait quelqu'un d'autre. Là, je devais avoir quelqu'un d'autre. Donc il faut redonner avec les chiffres, etc. Pour finalement, au bout de la ligne, en août de l'année prochaine, me faire dire que dans le domaine où je suis, on ne subventionne pas. Mais quand j'ai remis mon dossier, on savait que j'étais dans tel domaine. Pourquoi on ne m'a rien dit? Pour me dire en août. Donc ça, c'est la première excuse. Donc, ce que moi, de mon expérience personnelle, j'ai pu comprendre, qu'il y a beaucoup de choses qu'on prône au niveau d'affaires du gouvernement qui, dans la réalité, sont pas faisables. Dans la réalité, c'est pas vrai. C'est vrai. C'est pas vrai. Donc, et même au niveau du cours, ils ont donné toutes les affaires, mais j'ai fait tout ce qu'il fallait. Et là, il fallait comme... On a l'impression quand même que... il fallait comme... qu'on dit en Haïti, un piston ou quelqu'un qui soit proche de vous au sein du CLD pour vous donner ces coups de main-là ou pour vous donner le financement. Je peux renchérir. Hein? Non, j'appuie totalement ce point. C'est la raison pour laquelle j'ai mis en place mon organisation. C'est que j'ai été révolté par les organismes gouvernementaux qui ont été mis en place, qui sont juste là pour faire tourner. Moi, personnellement, je n'ai jamais eu aucune subvention du gouvernement. J'ai essayé à plusieurs reprises, j'ai frappé à plusieurs portes. Je pensais que j'étais le seul. Non, et c'est là que j'ai compris que c'est une magouille. C'est une magouille. Ils gardent l'argent entre eux. D'ailleurs, en parlant des CLD, en 2015, ça ne fait pas trop longtemps, ça 2015-2016, ils ont découvert que le CLD fraudait, donc détournement de millions de dollars par année. Donc, ils ont tout fermé les CLD à Montréal, le Centre local de développement. Donc, ça n'existe plus. Ils ont simplement changé de nom maintenant, c'est le nom de PME Montréal, mais c'est la même chose. C'est la même chose. En gros, il y a plusieurs obstacles. Et le premier obstacle que beaucoup d'entrepreneurs ici au Québec rencontrent, pour appuyer ce que Jacques est en train de dire, c'est le système gouvernemental. Tu mets ton projet sur pied, on te dit de faire ce document de 30 pages, tu le mets à jour, tu fais toutes les démarches, finalement tout le monde te refuse. Et c'est là qu'on peut voir le caractère de l'entrepreneur, quelqu'un qui a faim, il se dit est-ce que je me laisse décourager ou je continue? Alors si je comprends bien, c'est comme à l'école, car on dit le diplôme n'est pas la garantie de l'emploi. Alors si je comprends bien, faire le cours de lancement et création d'entreprise n'est pas la garantie de réussite en entreprise. Moi, personnellement, pour moi, c'est une perte de temps. Moi, je le dis dans tous mes étudiants, on est la seule organisation dans toute la province du Québec. Et je dis à haute voix qu'on ne croit pas au plan d'affaires, c'est de la foutaise. Moi, lorsque quelqu'un vient me voir, je dis regarde, mets le plan d'affaires de côté, je vois ce que je vais faire avec toi. La première étape que je vais faire avec toi, je vais t'aider à faire au moins un revenu de 1 000 $ par semaine net dans tes poches. Une fois que je t'aide à faire au moins ton 4 000 $ par mois dans tes poches, je vais t'aider à être capable de te détacher de ton entreprise roule seule. Un peu plus tôt, tu avais posé une question. Moi, je crois en la richesse. Je suis parti de rien. Je suis parti que je vivais sur un banc de parc, que j'avais rien à manger. Aujourd'hui, je fais 1 demi-million par année. D'ici l'année prochaine, je vais faire mon premier million en chiffre d'affaires. Est-ce que c'est possible d'être millionnaire dans ce monde? Oui, c'est possible lorsque tu as la bonne structure, lorsque tu as la bonne méthode. Mais il faut y croire. Il faut que tu aies les bons outils. Il faut que tu sois bien encadré. Tu ne peux pas simplement improviser, que tu as un bon concept et ensuite tu te lances. Mais là, maintenant, il faut, il dit de piston, il faut maintenant que tu saches où aller parce que sinon, tu risques de tourner en rond. Et ce qu'on voit souvent, c'est que le monde sont découragés. Est-ce que vous avez aussi de l'expérience personnelle, des difficultés que vous avez rencontrées? Des difficultés, j'ai trop de difficultés. J'ai commencé en affaires, j'avais 17 ans. À 17 ans, tu habites seul, tu as un appartement à payer, il faut que tu manges. Au lieu de trouver un emploi, j'ai pris la décision de me lancer en affaires. Qui va faire ça? Donc, après 3-4 mois, là, l'argent ne rentre pas, mais ton loyer à payer. Donc, le propriétaire, qu'est-ce qu'il fait? Il te met dehors. Et là, maintenant, il faut que tu habites quelque part. Tu as fait un endroit où dormir, tu tournes rond, il y a certaines personnes qui te voient. Qu'est-ce que tu fais dans le parc, toi? Et les parents? Les parents ne sont pas là. Les parents sont tous, ils étaient tous hors du pays. Maintenant, tu es seul ici à Montréal, tu te débrouilles. Je fais un bémol là, parce que tu parles des parents, mais justement, nous, dans notre société haïtienne, ils ne croient pas en affaires. Ce n'est pas une société d'entrepreneurs. Parce qu'en Haïti, le fait d'être homme d'affaires, c'est être un vagabond. C'est comme être... Non, c'est mal vu. Parce qu'en Haïti, c'est toujours 4 métiers. Il faut être soit médecin, agronome, ingénieur ou encore avocat. Si tu n'es pas dans ces 4 affaires-là, on t'abandonne. Moi, exemple, quand j'étais à l'université pour prendre mes cours de gestion, ma mère ne voulait pas. Elle m'a dit non, elle ne paye pas l'université. J'avais été à l'université privée, donc j'ai travaillé pour payer mon université tout seul. Elle m'a dit non, je ne paye pas l'université pour toi, parce que là, il faudrait être soit ingénieur ou bien agronome. Moi, ça ne me dit rien. Moi, je veux être entrepreneur, je veux être gestionnaire. Chez moi, la question, qu'est-ce que vous allez gérer? Pour être honnête, elle m'a dit, est-ce que c'est Wash dans la rue, on va le gérer? Ou qui va avoir son commerce à donner à gérer?
Et là, j'ai donné la réplique, voilà ce que je cherche. Parce que là, ça fait quand même, c'est pas seulement l'imprimerie ici, j'ai parti l'imprimerie depuis Haïti. Et l'imprimerie, même après mon départ, ça fonctionne encore. Après quand même 17 ans à l'extérieur du pays, mon business en Haïti, ça roule encore, jusqu'à présent. Donc, tu peux continuer, Maxime, dans ce que tu Non, disais. mais totalement. Les parents n'encouragent pas, hein, totalement. Moi, lorsque j'ai commencé, ma mère me disait, Maxime, c'est pas ça qu'on veut que tu deviennes. En bref, hein, j'avais pas de support, donc il fallait que je me débrouille. Et ça a été très dur mentalement, tu es isolé et il faut que tu trouves des solutions. Et c'est là qu'il y a quelqu'un qui va t'héberger chez lui, hein, tu dors par terre. Mais cette personne-là même t'insulte. Hein. On va te trouver un emploi, je suis ta béquille, c'est pas normal, un jeune comme toi avec tout l'effort va te trouver un emploi, t'es fainéant. Parce que je veux travailler sur mon projet, je suis fainéant. Donc finalement, je me bats pour sortir d'ici le plus rapidement possible parce que je suis dans un environnement négatif et je me trouve une petite chambre, hein, plus petite que l'endroit, ce studio. Hein. C'est tellement petit, à peine la place pour mettre un lit. Là, tu vis là-dedans et tu te dis, ok, il faut que je m'en sorte. Donc, des difficultés, j'en ai passé. Je suis passé à travers plusieurs difficultés, que ce soit mentale, que ce soit physique, que ce soit psychologique, ce que le monde peut te dire. Mais comme que Gandhi te dit si bien, hein, lorsque tu démarres n'importe quoi, tu passes à travers 4 phases. La première phase, c'est qu'au début, les gens vont t'ignorer. Hein, ils vont faire comme si que tu n'existes pas. La deuxième phase, c'est que les gens vont t'humilier. Ils vont essayer de te rabaisser. Hein. La troisième phase, les gens vont te combattre. Quand ils te combattent, c'est bon signe. Ça montre que tu es sur la bonne voie. Et la quatrième phase, on va t'acclamer. Donc, lorsque tu comprends ces 4 phases-là, ben, tu sais simplement à quelle phase que tu es rendu, tu persévères. Hein. Alors, Maxime, je sais que vous avez publié un livre, donc on va en parler un petit peu. Oui. C'est une équation. Donc, j'ai feuilleté un peu le livre, donc j'ai vu l'équation 40 x 40 x 40. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, nous en dire long? Donc, 40 x 40 x 40, c'est ma révolte auprès du système dans lequel on nous a mis. Tu travailles 40 heures semaine pendant 40 ans pour à ta retraite avoir 40% de ton salaire. C'est pas un bon deal. C'est pas un bon deal. Je crois pas que c'est à 65 ans qu'il faut que je profite de ma vie. J'ai un vieux, je me rappelle, je vais toujours me rappeler comme si c'était hier, j'étais au gym. Il avait 70 ans, il m'a dit, mon jeune, je vais te donner un conseil. Mon conseil, profite de la vie maintenant. Il m'a dit, moi j'ai attendu toute ma vie prendre ma retraite et profiter. Aujourd'hui, je ne peux pas sortir du pays. À chaque jour, je dois prendre 19 médicaments par jour. Oh my God. Donc lorsqu'on dit de travailler fort pendant 40 ans, c'est pourquoi? C'est pour le gouvernement. C'est pour leur pays qui nous prennent de notre salaire les fameux impôts. Moi, ce que je conseille, au lieu de se faire prendre dans cette gamique, je dirais simplement aux gens, faites 5 ans de travail forcé, 5 ans de difficultés, 5 ans où ça va être extrêmement dur. Après les 5 ans, tu vas à peine sortir la tête de l'eau, comme que Jacques l'a dit, ou bien qu'il a aussi bien dit tout à l'heure. Mais au moins, tu es libre. Au moins, tu es à ton compte. Au moins, c'est toi qui décides de ton horaire. C'est toi qui décides du revenu que tu veux faire. C'est toi qui décides simplement de ta destinée. Puis, j'opte beaucoup sur l'entrepreneuriat. Pourquoi? Un autre point aussi, c'est que quand tu as une affaire, ça te permet de générer des revenus illimités. Je m'explique. Aujourd'hui, c'est la personne qui a l'argent à le contrôle. La raison pour laquelle le monde travaille à chaque jour, c'est parce qu'ils n'ont pas assez d'argent pour subvenir à leurs besoins. Donc, ils sont obligés de se mettre sous la merci de quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un qui va leur dire à l'heure qu'ils doivent rentrer, à l'heure qu'ils doivent prendre leur pause, à l'heure comment ils doivent s'habiller, etc. Tandis que lorsque tu mets une entreprise sur pied, tu génères assez d'argent pour reprendre le contrôle de ta vie. En d'autres termes, il y a 2 catégories de personnes. Il y a ceux qui vendent leur temps et il y a ceux qui achètent le temps des autres. Un employé, il vend son temps. Lorsqu'il arrive dans un emploi, il lui demande, est-ce que tu peux me payer 15 $ de l'heure? Et c'est l'employeur qui va te dire combien est-ce que tu vaux réellement. Tandis que lorsque tu es en business, là, tu es surpayé. C'est rare que tu vas entendre un employé te dire, on me paye trop à mon emploi. Non, les gens, ils vont se plaindre. Donc moi, je conseille fortement aux gens, si tu veux reprendre contrôle de ta vie, il faut que tu fasses plus d'argent. Parce que notre monde tourne autour de l'argent. C'est ceux qui ont l'argent qui ont le contrôle. Donc si tu désires avoir plus de liberté, qu'on appelle la liberté financière, la capacité d'arrêter de travailler et que l'argent continue à rentrer, le chemin que je suggère, fais 5 ans de travail forcé. Dans ce livre, j'explique aux personnes qui veulent devenir entrepreneurs le processus par lequel ils doivent passer. Non pas simplement pour être entrepreneur, mais comment bien vivre en tant qu'entrepreneur. Je suis passé par la disette, je suis passé par des moments difficiles, je parle de mon histoire là-dedans. Maintenant, comment est-ce que je suis passé de rien aujourd'hui? Au moment qu'on se parle, je fais 50 000 $ par mois. Donc, comment est-ce que je peux générer? Pourquoi aussi je suis à l'aise à parler d'argent? Parce qu'il y a un déblocage qui s'est fait. Et ce déblocage-là, je veux l'amener au plus de personnes possible. Parce que l'argent, ce n'est pas simplement le bien matériel, c'est tout ce qui vient avec l'aide que tu peux apporter autour de toi. Lorsqu'on a de l'argent, on se sent bien. Aussi simple que ça. Je sais que ce n'est pas tout le monde qui peut le dire à haute voix. Moi, je me sens bien quand j'ai du cash dans mes poches. Alors, vous avez parlé de 5 ans de travail, de travaux forcés
Et qu'est-ce qu'on peut faire durant ces 5 ans? 5 ans de travail forcé, tu te bats quotidiennement, tu te bats à ne pas coller. Et on fait quoi pour se battre? Mais je donne des stratégies, je ne vais pas dévoiler le. Peut-être brièvement un ou deux trucs qu'on peut faire. Est-ce qu'on achète et on revend ou bien est-ce que... Oh non, tu bâtis ton entreprise. Maintenant, je donne des stratégies pour bâtir ton entreprise correctement sur les bons fondements. Pourquoi les entreprises tombent? C'est parce que le fondement n'est pas solide. J'aime prendre l'exemple des 3 petits cochons, le dessin animé. Il y en a un qui a bâti une maison avec la paille, l'autre avec le bois, l'autre avec la brique. La seule maison qui restait en place, c'est celle avec la brique, parce que ça prend un peu plus de temps. Mais au moins, lorsque le vent va souffler, il va rester solide. Hein. Tandis que les autres, ils bâtissent ça rapidement, mais ça tombe rapidement. Donc, le concept de ce livre-là, c'est comment avoir une bonne structure en béton. Parce que des tempêtes, il va en souffler plusieurs. Et lorsque, durant les 5 premières années, des hauts et des bas, t'en as mensuellement à tous les mois. Maintenant, à travers le temps, moi, ça fait 15 ans que je suis entrepreneur à temps plein. À travers le temps, c'est pas nécessairement à tous les mois, mais ça va être peut-être aux 3 mois, ça va être aux 6 mois, ça va être peut-être à tous les années. Mais simplement, quand la structure est solide, elle reste sur place. Donc, c'est comment bâtir un bon fondement. Je ne veux pas tout dévoiler, mais ça se lit très bien. J'ai de très bons commentaires. Ça fait 1 mois que le livre est sorti. Il y en a un qui m'a dit, Maxime, le dernier livre que j'ai lu, ça fait 10 ans de ça. J'ai lu ton livre en 3 heures. Est-ce que ce livre parle sur l'argent, comme vous avez dit? Je parle toujours d'argent. Okay. Je parle toujours d'argent. On habite sur une planète économique. Je ne peux pas me permettre de ne pas parler d'argent. Chaque fois que je parle à quelqu'un, il faut que je parle d'argent. Parce que là, dans les faits, plus de 90% des adultes, la première chose à laquelle ils pensent lorsqu'ils se réveillent le matin, c'est l'aspect financier dans leur vie. J'ai telle facture à payer, comment est-ce que je vais m'y prendre? Alors, Jacques Trouillot, vous êtes entrepreneur, vous êtes infographe. Parlez-nous de l'importance du rapport avec la clientèle pour réussir ou pour mener à bien son entreprise. Je crois que c'est quand même aussi une façon de garantir son succès. C'est le rapport vraiment avec la clientèle. Et je pense que ça aussi, au niveau de nos entreprises haïtiennes, c'est une faiblesse. Comme on avait dit la dernière fois quand on s'est rencontrés. Il est important que le client se sente chez elle, que le client se sente chez lui. Que le client qui vient est capable de te faire confiance. Parce que déjà, tu as un avantage sur le client. Le client te fait confiance. Si le client vient te trouver, c'est que le client te fait confiance. Le client sait que tu es capable de lui donner ce qu'il est en train de chercher. Donc, c'est quand même facile de canaliser le client. C'est sûr qu'il y a des clients qui sont têtus ou téméraires. Je veux telle chose, même si la chose, c'est pas joli, c'est pas beau, la personne veut ça. La personne va être comme, tu le sais, dire, ok, moi c'est moi le client, c'est moi j'ai le droit. Mais au bout de la ligne, comme je dis souvent aux clients, quand je fais quelque chose et puis qui ne rentre pas dans mes normes à moi, quelqu'un d'autre va te dire, c'est pas joli ça, c'est bien laid. Tu vas pas dire que c'est toi qui as voulu que ça soit ainsi. Tu vas dire, ah non, c'est Jacques qui l'a fait. Tu vas rejeter tout le blâme sur moi. Ça m'est arrivé avec ma propre soeur pour sa carte de mariage, où j'ai dit non, sa photo n'était pas claire, la photo c'était pixelisé. Elle a dit, elle a été le faire à part. Elle a été faire ses cartes à cause de ça à une autre place, à Vistaprint. On lui a donné ce qu'on lui a donné. Quand les gens se critiquaient, elle ne pouvait pas dire c'est Jacques Trouillot. Elle disait, j'avais fait, c'est Vistaprint. Mais elle accusait l'autre. Elle avait peur d'accuser, de dire, après elle me dit, ah, t'avais raison. Mais trop tard, tu l'as fait pareil, tu n'as pas écouté. Donc le rapport avec le client, ça doit être quand même un rapport de confiance. Ça doit être un rapport où le client se sent bien conseillé, où le client sent qu'il y a du professionnalisme. Et ça, c'est très, très important. Et ça te permet aussi de garder tes clients. Donc, il y a quand même une certaine amitié qui se développe avec les clients pour fidéliser ce client. Ça, c'est important aussi. Alors, d'où se situe le décor, je ne sais pas, l'étalage ou l'emballage, etc. D'où se situe tout ça dans la réussite de l'entreprise? Bon, le décor, oui, c'est sûr que quand on vient, que si l'ambiance, il y a quand même un certain décor qui vient avec. Ça dépend aussi de l'entreprise. Parce que quelqu'un, admettons, qui vient dans un restaurant, la personne s'attend à ce que l'endroit soit propre pour que ça donne envie de manger. Et un aspect qu'on néglige souvent dans les restaurants, c'est les toilettes. Et si la personne va aux toilettes,
la personne voit que c'est sale, c'est pas bien entretenu, la personne n'a pas le goût de manger. Donc ça vient pour le décor. Mais certaines entreprises, admettons une librairie ou encore un disquaire, le décor, ça voit les livres, ça voit les affaires, ça rentre moins en jeu parce que la personne sait exactement ce que la personne veut, la personne sait exactement c'est quel produit qu'il vient chercher, ça va dépendre. Donc c'est toujours mieux d'avoir un décor ou bien l'étalage, comme tu dis, qui est approprié en fonction du type d'entreprise, mais la personne pardonne beaucoup plus le décor d'un produit quelconque comme un produit physique ou un livre, un CD ou encore versus à un produit de consommation comme un resto où la personne veut quand même une certaine image, il veut la propreté par exemple. Alors, je sais que tout à l'heure vous avez parlé de ça, les ventes spéciales. Est-ce que c'est important et qu'est-ce que ça fait sur la clientèle? Écoute, c'est la personne, il faut créer chez le consommateur l'impression qu'elle a fait un bon deal, qu'il a bien acheté, qu'il a acheté à rabais. Le produit qui était genre la semaine passée à $50, aujourd'hui est à $40. Ah, j'ai sauvé $10. Donc, je vais profiter pour l'acheter. Ça crée le besoin. Il faut créer le besoin chez la personne. Même si la personne n'a pas besoin. Mais le fait que la personne voit 70% de rabais, 90% de rabais, ou écoute, c'est vrai, c'est faux. C'est jamais vrai de 90% de rabais, ça n'existe pas. C'est comme si tu donnais gratuit. Donc, les gens, ils augmentent les prix et puis ils diminuent avec les rabais. Donc, c'est juste psychologie, de façon à ce que la personne puisse comprendre que, je vais profiter. Tout comme, écoute, moi, j'ai des deals, je fais des 6000 codes d'affaires, je le fais par exemple à 150, alors que 1000 codes d'affaires, c'est 80. Donc, la personne voit rapidement 1000, 6000. Mais en fait, c'est juste, je veux canaliser la personne justement à faire 6000. C'est à son intérêt, mais la personne voit un rabais. Jacques, nous sommes à la fin de l'émission. Donc, monsieur, je vous remercie. Est-ce que vous avez un dernier mot pour terminer rapidement? Dernier mot, simplement, moi je le dis souvent, mon dernier mot, c'est passer à l'action. Beaucoup trop de personnes réfléchissent et remettent ça à demain. La plus grande qualité des entrepreneurs à succès, c'est leur rapidité d'exécution. Lorsqu'ils pensent à quelque chose, ils mettent en exécution immédiatement. Tandis que le plus grand défaut de ceux qui tournent en rond dans leur vie, c'est qu'ils remettent toujours ça à demain. Et le demain ne devient jamais. Donc, l'action. Merci. Et puis, si je pourrais juste dire, pour procurer mon livre, les gens peuvent aller sur 40ans5ans.com. Donc, 40ans5ans.com. Donc, ils peuvent l'acheter directement, c'est livré directement à la maison. Merci Maxime. Jacques Trouillot, un dernier mot. Pour le dernier mot, je vais répéter mes 3 mots que j'avais dit dans la vie, dans l'entrepreneur, c'est toujours ordre, méthode et rigueur. Donc moi, c'est toujours ordre, méthode et rigueur. Et pour me voir, c'est facile, c'est 4054 rue Moncelet. Là, il y a l'entreprise Jacques Trouillot, elle est primée là. Donc pour les codes d'affaires, les flyers, tout ce qui a rapport à l'impression, je suis disponible 4054 rue Moncelet, 514-507-77-70. Merci Jacques. Mesdames, Messieurs, vous avez écouté les nombreux conseils de nos 2 invités ce soir sur le lancement et la création d'entreprises et sur les manières de mener à bien une entreprise au succès. Le choix vous revient maintenant. Sur ce, je vous laisse. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour une autre émission Les Beaux Dimanches. Je vous souhaite de belles soirées et de bons moments.